Après le Classe G, on passe à l'EQA 250 Plus AMG Line. On reste sur un SUV, mais aux dimensions beaucoup plus compactes, beaucoup plus raisonnées, qui se prêtent beaucoup plus au parking parisien, quoique. Et on démarre tout de suite avec le design et les dimensions. C'est parti! On est sur 4,46 m de long, 1,83 m de large pour 1,61 m de haut. L'empattement est de 2,72 m. Elle pèse tout de même entre 2 tonnes 0,4 et 2 tonnes 100. Ça reste un beau bébé avec une motorisation qui développe 140 chevaux et 385 Nm de couple. On est sur 70,5 kWh de batterie avec une puissance de charge de 11 kW en courant alternatif et 100 en courant continu. La batterie, elle pèse environ 400 kg. Elle est aussi garantie 8 ans ou 160 000 km. En termes de performance, on est sur un 0 à 100 abattu en 8 secondes 6 pour une vitesse max de 160 km/h. Au niveau autonomie, on est environ à 500 km en mixte et jusqu'à un peu plus de 700 en ville. En termes de prix, elle démarre à 46 950 € et à partir de 61 200 € en finition AMG Line. Et là, vous le voyez, on a un bandeau lumineux qui relie les deux optiques sur les côtés. Capteur, caméra évidemment à l'arrière, c'est logique. Vitrage arrière surteinté, rail de toit. On a aussi ici un toit ouvrant panoramique. Petit focus quand même de nouveau sur l'avant avec de très belles optiques. Une calandre pleine, c'est logique, on est sur du 100% électrique. Capteur également présent à l'avant. Ça peut forcément vous aider lors des manœuvres de stationnement. Des écopes ici ouvertes, très légèrement pour guider le flux d'air. Pour un petit peu de hauteur. Rétro. Noir laqué qui intègre le bliss. Donc c'est ce qui se trouve ici, c'est l'alerte d'angle mort. On va passer à l'habitacle avec, vous le voyez ici, de très belles surpiqûres rouges. Ici, ça reprend certains éléments stylistiques de la calandre. Siège chauffant. Cale vitre électrique, évidemment. Le réglage des rétroviseurs. Moi, je vais enlever les feux, sinon, hop, voilà. Ça va continuer à biper. Donc, c'est vraiment, je vais dire, l'entrée de gamme qui a été d'ailleurs renouvelée récemment. Vous voyez aussi la voilà, sellerie noire très jolie avec des surpiqûres rouges que l'on retrouve également sur le volant. Et ici, ce sera tout ce qui est lié au régulateur de vitesse. Au-dessus, la navigation dans le menu. À droite, le volume, le bouton Home pour naviguer dans l'écran central. En dessous, les commandes de téléphone, du volume évidemment. Les palettes au volant également. Hop, on s'installe à bord. On va mettre le véhicule sous tension. Merci monsieur de m'avoir apporté les clés, ça peut aider pour la mise sous tension. Blog Car Passion que je vous invite également à découvrir sur les réseaux sociaux. Voilà ce que je vous disais il y a un instant. Avec au milieu aussi le retour GPS. On est sur un petit écran. C'est vrai que là, voilà, on n'est pas du tout sur des écrans de la gamme supérieure, mais c'est cohérent, c'est logique. Éclairage d'ambiance aussi ici, c'est très sympa. On retrouve évidemment un habitacle, somme toute, assez classique sur cette gamme avec les commandes de clim juste en dessous. Ce que j'adore, c'est le côté passager. Alors, outre l'éclairage d'ambiance ici, là, vous voyez, en dessous, c'est, je trouve, superbement exécuté. C'est vraiment très joli. Boîte à gants, oh, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. On peut mettre quand même pas mal de choses à l'intérieur. C'est un bon point. Ensuite, ici, vous avez un rangement avec une prise USB-C qui est en train d'être utilisée d'ailleurs par le collègue pour recharger sa GoPro. Double porte-gobelet. Ici, vous aurez les différents modes de conduite, le volume. Ici, ce sera l'aide au stationnement. Hop, vous le voyez. Et par exemple, si j'enclenche la marche arrière, voilà ce qui se passe. Avec les lignes de guidage aussi, ça c'est super pratique. Qualité de la caméra, je dirais 7 sur 10 à peu près. Alors hop, on va se remettre en parking pour pas qu'elle continue à biper. Ici, vous aurez naturellement les informations liées à la charge, pardon, à l'autonomie restante. Voilà, vous voyez aussi, on peut enlever la clim, on va gagner 9 km, pardon.
la consommation. Alors là, on n'a pas encore roulé, donc ce n'est pas notre consommation. Je trouve même qu'à l'arrêt, les sièges maintiennent extrêmement bien, mais je refais le focus parce que là, je viens de me caler vraiment au fond des sièges. C'est sympa. Un très large toit ouvrant en deux parties. Évidemment, il n'y a que celle d'avant qui est ouvrante. Hop, ici vous avez le miroir de courtoisie, la lumière de plafonnier qui va bien, un miroir sans bord qui offre pour le coup une très bonne rétrovision arrière. Vraiment, la vitre est très verticale, j'adore. En plus, évidemment, la caméra de recul. Les palettes au volant avec 140 chevaux, je suis pas certain que ça soit utile, mais ça, on va le voir dans un instant. Vous avez en outre ici donc les commandes des feux, le frein à main, anti-brouillard et d'autres commandes liées toujours aux optiques. Le volant, il est réglable en hauteur et en profondeur. Hop. La sellerie, j'imagine qu'elle est ici manuelle. Alors, est-ce que c'est en dessous ou sur le côté? Alors, hop, qu'est-ce que ça dit ici? Non, ça doit être en dessous. Mais de quel côté? Évidemment, du côté droit. Voilà. Ah, vous avez aussi la possibilité, je crois ici, d'allonger quelque peu. J'ai enlevé la clé. Je pense qu'ici, ouais, voilà, on peut allonger très légèrement le siège pour avoir beaucoup plus de confort lors des longs trajets. Et ça, vraiment, c'est un plus indéniable. Je vais vous montrer, ça se passe juste ici. Voilà, vous le voyez. Hop, on peut le rétracter ou l'étendre un petit peu. Ah, vraiment, là, c'est... Ah ouais. En fait, ça vous change vraiment votre façon de voyager. C'est vraiment beaucoup plus agréable. Allez, je vous propose maintenant qu'on passe à l'arrière. Alors évidemment, je ne change pas ma position de conduite pour passer à l'arrière. Petite poche, enfin petit filet en tout cas ici, derrière les sièges avant. Un petit rangement ici. Là on a quoi? Oh, deux prises USB-C, encore un petit rangement à gauche. C'est pas mal. Alors, en termes de place, vous le voyez, c'est ample, très ample. Vraiment, il y a beaucoup de place pour les jambes et les genoux. Au niveau de la tête, oh bah pareil, hein, c'est un sans faute absolu. Là, voilà, je peux encore mettre ma main comme ceci au-dessus. Voilà, ça commence à toucher, donc vraiment impeccable. Et les appuis-têtes aussi sont extrêmement moelleux. Ah, c'est vraiment agréable. Et vous avez aussi des poignées à l'avant et à l'arrière avec une petite liseuse, une petite LED et même un crochet pour y mettre un cintre. Bref, on fait difficilement mieux et plus pratique, notamment quand on veut y accrocher une chemise ou même simplement lire quelque chose à l'arrière. Vraiment pas mal. Allez, on passe maintenant au coffre. Le haillon est motorisé. On appuie sur l'étoile ici, voilà, ça s'ouvre. Alors ici, vous avez évidemment les câbles de recharge. En termes de volume de coffre, ça sera entre 340 et 1320 litres une fois que vous rabattez la banquette. Pour ce faire, le plus simple, c'est que d'abord, on enlève la plage arrière ici, et puis on pousse vers là-bas. Voilà, ça se rabat très facilement. Hop. On fait pareil de l'autre côté. Voilà un petit peu ce que ça donne. On va passer brièvement à l'arrière pour voir un petit peu comment ça se remet. Est-ce que les ceintures sont coincées? Eh non, ça c'est un très bon point. Vous le voyez, la ceinture n'est pas bloquée sur les côtés. Ça c'est vraiment chouette. C'est un petit côté pratique encore qu'on aime. Alors, on va remettre la plage arrière côté gauche. Voilà, hop, ici. Ça aussi c'est facile, faisable avec une main. Voilà. On va fermer le coffre. La petite prise de charge avec les deux connecteurs domicile ou borne publique. On remet, voilà, vous voyez ce que je disais tout à l'heure. Ici, voilà, les ceintures ne sont pas coincées, c'est vraiment très pratique. Vous avez aussi ici un accoudoir sans porte-gobelet creusé, mais ça reste sympa si on est deux. Parce qu'en fait, eh bien, c'est très simple, les porte-gobelets sont cachés aux extrémités. Et oui, c'est aussi très bien pensé pour optimiser le volume.
Voilà ce que je pouvais vous dire brièvement sur l'habitacle de ce EQA 250+. Et maintenant, il ne reste plus qu'à prendre le volant et aller rouler. Let's go! Alors, quand on met le pied dedans, sur autoroute 90, 100, 110, 120, 130, voilà. Ce ne sera pas un véhicule dédié à la performance, hein. Vous vous imaginez bien, avec 140 chevaux, c'est pas du tout l'idée. Là, ce sera plutôt l'efficience, avec la possibilité de récupérer un peu plus d'énergie via les palettes. Donc ce sera un freinage régénératif sur plusieurs niveaux, ça c'est vraiment chouette. Maintenant, justement, on est sur autoroute, il y a pas mal de trafic. Ça va permettre aussi d'essayer le régulateur de vitesse adaptatif. Alors, hop, c'est là. L'alerte d'angle de mort qui s'est mise en route, c'est normal. On va se mettre à 130. Voilà, donc évidemment, il y a plusieurs distances. Ah, assistant de régulation de distance actif non activé. Donc en fait, vous avez la commande du régulateur de vitesse adaptatif, mais c'est une option qui n'est pas sur le modèle que nous sommes en train d'essayer. C'était un petit peu comme la CLE 450 que j'avais essayé pour la Goodwood, c'était exactement la même chose. Donc si vous voulez, c'est pré-assemblé, c'est pré-équipé en usine. Mais voilà, c'est une fonction qui s'ajoutera, que vous pourrez ajouter par la suite. Donc on va tester le maintien dans la voie qui est activé au tableau de bord. Plutôt efficace. Par contre, je rappelle qu'il n'y a pas l'adaptatif, donc il faut quand même faire attention. On prend vite goût à ces nouvelles technologies. Là, pied en grand dans la pédale, pied au plancher, 110, 117, 120, 123, 124, 127, 130. 18 kWh au 100, pour l'instant on était à 17 en ville. Hop. On remet le régulateur simplement en appuyant sur 7, plus ici, voilà. Et là, on ne fait rien, je vais retester le maintien dans la voie, qui fonctionne comme vous le voyez très bien, parce que c'est pas tout droit, ici c'est en légère pente, et surtout, ça va vers la gauche, le véhicule va vers la droite, voilà. Première alerte, maintenir les mains sur le volant, deuxième alerte, troisième, toujours le maintien dans la voie qui fonctionne. Par contre là j'ai deux camions devant moi, donc je vais quand même devoir reprendre la main. De mémoire c'était assez long pour qu'il y ait un système d'arrêt et puis les warnings qui se mettent en route. Donc ici on n'a pas eu l'occasion d'essayer, je l'ai essayé sur d'autres modèles. Je rappelle que c'est un facelift qui a déjà quelques mois, avec une motorisation qui n'était pas disponible au départ. C'est très agréable, hein, la prise en main franchement nickel, petites palettes et qui sont parfaitement intégrées derrière le volant pour la régénération. J'aime bien aussi cet affichage au milieu qui vous indique un petit peu l'autonomie restante à cette vitesse minimale 299 km, actuellement 342, et si je reviens sur cet écran, voilà, maximum 487, autonomie suffisante pour destination, voilà, ouais. 88% de batterie, on est bien. Le véhicule aussi, si vous mordez un petit peu volontairement les lignes, puisque là on est sur une 3 voies, ça va un petit peu, il y aura une remontée de vibration en fait qui va vous dire faites attention. C'est pas mal, on voit bien latéralement, à l'avant évidemment, à l'arrière aussi la vitre est assez vaste, assez grande, ça c'est pas mal, bien incliné aussi, ce qui permet de bien voir. Il y a un essuie-glace, ouais, ça fonctionne bien, on voit vraiment bien. Petite, allez, je ne vais pas dire citadine, mais on va dire petit SUV, un beau bébé quand même au niveau du poids, on dépasse les 2 tonnes, 140 chevaux, voilà, encore une fois je vous ai dit, c'est pas pour la perf, ça sera vraiment pour l'efficience, pour consommer le moins possible. Et puis surtout, c'est un ticket d'entrée autour des 46 000 € je crois, je dis bien et je répète ticket d'entrée puisque notre modèle en AMG Line s'affiche à plus de 61 000 €, ça commence quand même à piquer sévère pour un SUV A, on va dire une classe A surélevée. Ah, sacrilège, je l'ai dit, eh ben oui. En attendant de nouveaux produits à l'horizon 2025,
avec une nouvelle plateforme, avec notamment la CLA, qu'on découvrira non plus sous la forme d'un concept, mais d'un véhicule de série. D'ailleurs, si vous voulez voir la CLA concept et même la Mercedes Vision EQXX, je vous invite à regarder les 2 vidéos dédiées à ces produits que j'ai réalisés et qui sont disponibles donc sur ma chaîne YouTube. Donc vraiment sur ce modèle, si vous faites beaucoup de routes, je rajouterai qu'une seule chose, c'est vraiment le régulateur de vitesse adaptatif. Ça c'est vraiment, je trouve, le plus intéressant. Pas forcément important, mais c'est vrai que quand on y prend goût, eh ben, ça peut manquer quand même. On arrive à la borne de recharge, vous le voyez, il reste 86%, c'est pas forcément l'idéal, mais ça va vous permettre quand même d'avoir un petit aperçu de la recharge rapide. Allez, on se retrouve tout de suite à l'extérieur du véhicule, à côté d'une borne Ionity. Alors je vous rappelle, le véhicule, comme le Classe G, il est plug and charge, donc on ouvre ça, on prend le câble, on branche, voilà, ça vient de se verrouiller, start, alors... On attend pour le plug and charge justement. On va voir ce que ça donne dans un instant. Je vois que le véhicule est connecté puisqu'il y a voilà sur le tableau de bord là-bas tout au fond plusieurs barres de recharge. On va regarder ici ce que ça donne. Alors, hop, est-ce que ça fonctionne? Alors pour l'instant c'est quand même assez long, on va poser la question. Ça marche pas? On the way. On the way? Ah non, toi tu... Ah c'est pas une voiture du siège. Ce n'est pas une voiture du siège, donc je dois quand même passer ma carte. Donc elle n'est pas encore paramétrée plug and charge. Ok, mais ce sera possible. Ce sera possible évidemment. Très bien. Et tu vois les autres on arrive, on se plug, ouais. Ça reconnaît, ça communique et ça se lance tout seul. Eh bien on aurait bien aimé la même chose sur celle-ci. Malheureusement on choisit pas, on n'a pas choisi le bon modèle. Bon, on change de voiture, on est sur le QE53 qui elle est disponible ici lors de cet essai en plug and charge. Donc pareil, même système évidemment. On va prendre la borne ici. Le véhicule est à 84%. Hop, on enlève la petite partie en dessous quand même. Alors, on essaie d'enlever la petite partie en dessous. Ah! Hop, on branche. Pas forcément évident avec une seule main, mais voilà. Donc, maintenant, je retourne tout de suite au panneau ici. Donc, alors, ah ben voilà. Vérification, préparation de la charge, communication avec le véhicule naturellement. Là, c'est extrêmement rapide. Celle-ci en fait devait être paramétrée en plug and charge, ça n'a pas été le cas, mais peu importe, le client final lui pourra l'utiliser tel quel, donc en plug and charge on branche en arrivant directement sans passer la carte, c'est très pratique. Et voilà, la charge est lancée. Donc 84% de batterie, je vous le disais il y a un instant. On va regarder un petit peu combien de temps, dans combien de temps ça se termine. Ça se termine à 11h13 en sachant qu'il est 10h39, donc c'est extrêmement rapide. Bon, potentiellement, vu la charge de la batterie, ça devrait peut-être un petit peu augmenter, très légèrement. Voilà, mais quoi qu'il en soit, c'est extrêmement rapide. Et pourtant, ce n'est pas une architecture 800 volts. Alors imaginez en 800 volts, ça promet de très très belles évolutions avec notamment les futurs modèles de la gamme. Là vous voyez, ça vous permet aussi de voir un petit peu l'évolution depuis 2 minutes de la charge. Évidemment, entre 80 et 100%, ce sera beaucoup plus lent, c'est tout à fait normal, comme n'importe quel véhicule ou comme n'importe quel appareil électrique. La station Ionity est envahie uniquement par des Mercedes berlines SUV. De nouveaux SUV ici avec un très beau EQB 350, j'adore la couleur, même quand il est sale, c'est pas grave. Si on va maintenant sur le store, c'est là que tout va se jouer pour les options et notamment le régulateur de vitesse adaptatif. Alors, on peut l'avoir un mois gratuit et puis on paye 15 € par mois, 150 € pour 1 an, 360 pour 3 ans. Je trouve que c'est un petit peu mesquin que ce soit un abonnement, mais soit, c'est comme ça. Et ce n'est pas la seule marque à le faire. Alors ma foi,
pourquoi pas. Chez Mercedes, la gamme électrifiée, c'est aussi le QS, le QE, le QS SUV, le QE SUV, plus petit, le QA, le QB, et puis naturellement l'iconique G en bleu, gris ou blanc.